Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 4e webinaire présenté par le réseau TRIZ autour de l'adaptation et qui va donc aujourd'hui traiter de la question de la biodiversité et de l'adaptation de la biodiversité aux nouvelles, si je puis dire, règles liées au dérèglement climatique. Je rappelle que le réseau TRIZ est un réseau d'experts qui regroupe près de 30 entreprises ou personnes dans de très nombreux domaines qui vont de la biodiversité à la santé, en passant par la chimie et l'expertise comptable, la finance et la gestion des risques, la communication et le droit. Voilà. Donc, vous nous trouverez bien entendu sur le réseau TRIZ pour la présentation de notre réseau. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 2 membres éminents du réseau, en la personne de Delphine Moureau, qui est responsable du programme biodiversité à l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est un acteur important de notre réseau, par intermédiaire notamment de Loïs Moulas, et Bertrand Delprat, qui est ornithologue et qui est gérant de la société Calidris, qui est une société de conseil en environnement avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises. Donc, je leur passe la parole et si j'ai quelques minutes en fin de réunion, je vous donnerai quelques éléments d'évolution du droit dans les mois qui viennent, mais je passe sans plus tarder la parole à Madame Moureau. Merci Corinne. Je vais donc prendre le contrôle du partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon… Oui, tout à fait. Le support. Comment cacher? Par contre, moi, je ne le vois plus. Tac. Voilà, ça devrait fonctionner. Super. Merci beaucoup, Corinne, pour cette introduction. Donc, on se retrouve effectivement aujourd'hui pour parler de biodiversité et adaptation. Et pour lier ces deux sujets, moi, je trouvais important de reposer les grandes définitions des concepts qui lient les deux sujets, biodiversité, adaptation au changement climatique, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais pour autant, parfois, les concepts peuvent se mêler. On peut ne plus forcément faire très bien la différence entre les notions de services écosystémiques et de solutions fondées sur la nature, notamment. Et donc voilà, c'était un petit peu le message que je voulais porter aujourd'hui. Pour débuter, donc, sans plus attendre, rapidement sur l'association, l'Observatoire de l'immobilier durable. C'est une association à but non lucratif qui fête ses 10 ans aujourd'hui, qui rassemble une centaine d'adhérents. Et donc, parmi ces adhérents, compte un grand nombre d'entreprises et d'acteurs de l'industrie immobilière. Et l'objet de l'association, c'est de les accompagner dans la transition écologique et sociale et sociétale. Et pour ce faire, on travaille sur le développement de ressources, d'outils, d'indicateurs, de guides que vous pouvez, comme vous pouvez le voir sur cette slide, et qu'on met ensuite à disposition sur un centre de ressources qui s'appelle Taloen. Et toutes ces ressources sont accessibles en open source et peuvent être consultées par tout le monde. Donc voilà, je vous invite à y faire un tour pour trouver des informations sur nos travaux. Ça peut être intéressant sur ces sujets-là, mais aussi au-delà sur les sujets énergie, finances responsables, etc., au-delà même des sujets adaptation et biodiversité. Cette petite introduction étant faite, je rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, je trouvais ça intéressant de rappeler quelques chiffres sur l'ampleur du changement climatique et de l'effondrement du vivant, donc les crises auxquelles on fait face aujourd'hui. L'augmentation des températures pourrait dépasser, donc, comme vous le voyez ici, les 4,5 degrés d'ici 2100 dans un scénario business as usual. Donc, quand on parle de scénario business as usual, c'est si aucune action n'est entreprise pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. Et ce qui est important de souligner par rapport à ce chiffre-là déjà, c'est que tous les scientifiques aujourd'hui se rendent compte que ces projections sont sous-estimées par rapport à la rapidité et à l'ampleur du phénomène du réchauffement climatique global.
Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le pessimisme non plus, mais c'est toujours intéressant de le rappeler quand même. Et puis, ça a des conséquences directes hein, sur les activités. Donc, pour citer ce chiffre ici de France Assureur, les coûts assurantiels dus au réchauffement climatique devraient augmenter de 24 milliards d'ici 2050. Et donc, ça représente, je ne sais plus, un peu plus de 30% de l'augmentation des coûts derrière l'augmentation des prix, et 17 milliards qui seraient uniquement liés au phénomène de sécheresse. Et donc ça, c'est intéressant, d'autant plus quand on lit le sujet avec les sujets de biodiversité. On y reviendra, je pense, plus tard. Et puis à côté de ça, quelques chiffres sur le vivant. L'abondance des espèces d'oiseaux qui a diminué de 28% pour les espèces qui sont spécifiques au bâti depuis 1989. Donc ça, c'est des travaux de l'évaluation stock que vous pouvez retrouver en ligne. Et puis un phénomène aussi qui est très lié aux interlocuteurs avec lesquels on est en contact, nous, à l'OID, quotidiennement, sur l'immobilier et le bâtiment, sur le phénomène d'artificialisation des sols. Donc, sans mesure de réduction, on pourrait artificialiser jusqu'à 280 000 hectares d'espace naturel supplémentaires d'ici 2030. Donc, c'est conséquent et il est indispensable de freiner aujourd'hui ce phénomène, comme le veut notamment la loi, l'objectif zéro artificialisation nette des sols, dont on parlera peut-être tout à l'heure aussi. Et puis pour donner un chiffre quand même un petit peu enthousiasmant, qui ressort d'une étude qui avait été réalisée en 2017, les solutions fondées sur la nature, donc on va le définir ensuite bien ensemble, pourraient contribuer à hauteur de 37% des efforts d'atténuation du changement climatique d'ici 2030. Donc on voit que c'est vraiment des sujets qui sont très liés et qui peuvent, et l'action pour l'un peut, si elle est bien articulée, peut contribuer de manière intelligente aux deux luttes, je dirais, contre les effets du changement climatique et la préservation de la biodiversité. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de rappeler ces quelques chiffres sur les termes sur lesquels il convient de s'appuyer quand on parle de lien entre biodiversité et adaptation. La première notion, ça va être les services écosystémiques. On en entend beaucoup parler. Les services écosystémiques, c'est un concept qui a été vraiment posé en 2005 dans le cadre d'une étude du Millennium Ecosystem Assessment qui visait à évaluer à l'échelle mondiale le bagage, donc, je dirais, de services écosystémiques à un instant T, donc en 2005, pour voir sa dégradation. Et donc, c'est tous les biens et services que nos sociétés retirent de la nature, de la biodiversité et de son fonctionnement. Et donc, ce qu'a fait le Millennium Ecosystem Assessment, c'est notamment de dresser une typologie de ces services avec 4 différents services identifiés, les services d'approvisionnement. Donc là, il s'agit de tout ce qui est approvisionnement en ressources alimentaires, en ressources pour la construction, approvisionnement aussi dans le cadre des ressources médicinales, comme vous le voyez sur l'image à droite. Les services de régulation, donc régulation du climat, régulation du cycle de l'eau, régulation des populations d'espèces invasives et nuisibles, des maladies par exemple. Voilà, les services de soutien qui sont les services liés à la création des sols, les cycles de nutriments et la photosynthèse, comme vous voyez ici aussi, et les services culturels qui sont eux plus liés au lien social et au bien-être, à la santé des individus qui ressort de l'expérience de nature. Et donc j'ai précisé ici, aujourd'hui, c'est un concept qui a des limites et qui peut parfois être critiqué. Et donc, pourquoi? Parce que en fait, c'est un concept qui a été développé dans une logique très utilitariste de la nature. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'on a ces lunettes-là très anthropocentrées quand on parle de services écosystémiques. Et donc, qu'il y a d'autres choses à prendre en compte dans les fonctionnalités écologiques du vivant, que ça ne peut pas être la seule approche de la biodiversité.
Voilà, donc en petit exemple, les services écosystémiques rendus par la végétation à proximité d'un bâtiment. Donc ça, c'est issu de travaux qu'on a réalisés à l'OID sur le guide des actions adaptatives au changement climatique, qui est accessible sur le centre de ressources que j'évoquais tout à l'heure. Donc à proximité d'un bâtiment, par exemple, si on a la présence d'un arbre, ça va rendre un certain nombre de services écosystémiques pour la régulation de la température, ça va créer de l'ombre sur le microclimat, ça va aussi avoir des services de régulation de séquestration carbone, donc régulation du macroclimat, permettre d'infiltrer les eaux pluviales si tant est que la végétation soit connectée au sol, des services de rafraîchissement urbain. Donc voilà, donc c'est vraiment cette vision-là de l'exploitation de la nature et du vivant qui est portée par les services écosystémiques et donc mesurer tout ce qui nous permet, enfin tout ce dont on bénéficie. Bon, j'ai mis cette slide que je ne vais pas commenter. Je crois que les slides seront mises à disposition des participants, mais qui fait le lien entre, pour les systèmes urbains, les services dont bénéficient les systèmes urbains par rapport à la biodiversité, et puis inversement, comment les systèmes urbains impactent la biodiversité. Ce n'est pas forcément le cœur du sujet de ce webinaire aujourd'hui, mais je trouve que cette illustration est assez parlante et qui est issue d'une thèse très intéressante sur les sujets biodiversité et bâtiments. Et donc, au-delà de cette notion de service écosystémique, aujourd'hui, on a conceptualisé la notion de solution fondée sur la nature. Et donc, c'est là où les services écosystémiques mesurent un flux de services, les solutions fondées sur la nature se positionnent plus dans une logique de projet. Et donc, on va mettre en place un projet intégrant des solutions fondées sur la nature pour atteindre tel ou tel objectif. Et donc, c'est un concept, effectivement, comme vous le voyez ici, qui a été introduit en 2009 par l'UICN, qui est très porté par l'UICN, qui réalise de nombreux travaux sur le sujet des SFN, donc pour solutions fondées sur la nature, et qui s'applique aussi pour le sujet de l'adaptation. Donc, il y a des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation qui s'appellent solutions d'adaptation fondées sur la nature, et donc réduit par l'acronyme SAFN, que vous avez peut-être déjà rencontré. Et donc ici, de la même manière que pour les services écosystémiques, il y a une certaine controverse qui règne autour de ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un concept qui a été réutilisé massivement. Et ce qui est très, et peut-être parfois un petit peu à outrance, ce qui est très important dans le concept de solution fondée sur la nature, c'est d'équilibrer à la fois l'objectif que l'on souhaite atteindre avec les bienfaits pour le vivant. En fait, ça, c'est vraiment des limites qui ont été posées par l'UICN. On ne peut pas parler de SFN sans s'assurer que la solution mise en œuvre est aussi bénéfique pour la biodiversité. Et donc, dans la lignée de ces travaux-là, je rentre un petit peu plus dans les détails des travaux de l'UICN, mais je vous invite vraiment à en prendre connaissance si c'est des sujets qui vous intéressent. Donc, comme je le disais, une solution fondée sur la nature doit satisfaire deux exigences principales, contribuer à un défi de société identifié et s'appuyer sur les écosystèmes et des bénéfices pour la biodiversité. C'est vraiment l'équilibre que j'évoquais juste avant. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, l'UICN a travaillé sur un référentiel de critères qui permettent d'évaluer un projet pour confirmer qu'il s'agit bien d'une solution fondée sur la nature. Donc là, il y a 8 critères qui ont été définis avec un petit peu plus d'une vingtaine de questions, 23 je crois, ou quelque chose comme ça, qui permet donc de se positionner par rapport à ça et qui est une grille d'auto-évaluation. Je ne sais plus si c'est un accès libre sur le site de l'UICN, mais en tout cas, je vous invite à en prendre connaissance. Le référentiel, en tout cas, au moins, est accessible. Et donc, il y a cette notion très intéressante de défi de société auquel il faut répondre. Donc, il ne suffit pas d'agir dans son coin pour un défi identifié, mais il faut vraiment que ce soit un défi porté par la communauté locale et qu'on réponde à celui-ci pour que ce soit qualifié de solution fondée sur la nature. Pour préciser un petit peu, par exemple, si je dis que la mise en place d'une ferme urbaine, on va dire, ou
d'une ferme urbaine va permettre de… on peut qualifier un projet de ferme urbaine de solution fondée sur la nature parce qu'il répond à un défi local qui est de raccourcir les chaînes d'approvisionnement en ressources alimentaires, par exemple. Si jamais il n'y avait pas ce défi-là local, si je mets en place tout un système de production alimentaire et que finalement il n'y a pas de besoin, eh ben, ça ne répondra pas à ces critères de solution fondée sur la nature. Idem si je mets en place des actions pour limiter l'effet des vagues de chaleur et qu'en fait il n'y a pas de risque de vagues de chaleur sur mon territoire, même si c'est un exemple peut-être absurde, mais ça ne sera pas qualifié de SFN. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans cette approche-là. Sur lequel je voulais insister. Donc voilà, c'est très conceptuel, mais ça permet quand même d'avoir ces clés de compréhension des sujets adaptation et biodiversité. Pour aller plus loin un petit peu, je me permets de vous présenter aussi des travaux qu'on réalise à l'Observatoire de l'immobilier durable. On travaille sur un outil qui s'appelle Resilience for Real Estate, qui est un outil cartographique qui permet de se positionner dans une approche cartographique par rapport aux effets du changement climatique et aussi par rapport à la biodiversité. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est disponible, que vous pouvez aller consulter. Vous avez le lien ici en bas de la slide. Donc, il va permettre de connaître l'évolution des aléas climatiques sur mon territoire, sur différents aléas, donc vagues de chaleur, sécheresse, etc. Inondations, voilà. Et pareil pour la biodiversité qui va, donc les indicateurs de biodiversité seront intégrés fin 2022, donc prochainement, mais en tout cas qui permettront d'évaluer un état de la biodiversité dans une logique cartographique avec toutes les limites que ça peut présenter, mais pour avoir une première connaissance de son territoire et comprendre les enjeux du milieu sur lequel on s'implante. Nous, on travaille là-dessus avec les interlocuteurs de l'OID qui sont plus des acteurs de l'industrie immobilière, du bâtiment, de l'immobilier. Mais pour autant, je pense que ce sont des outils qui peuvent être utilisés par toutes les entreprises sectorielles qui ont elles aussi forcément une emprise foncière, des locaux d'activité, des sites industriels, des choses comme ça, qui ont aussi un impact sur la biodiversité et qui peuvent aussi faire face à des risques climatiques. Et donc qui peuvent accéder, qui peuvent mettre en place des actions. Donc voilà pour l'outil Resilience for Real Estate. Donc vous avez ici sur cette slide une capture d'écran de la plateforme avec les différents scénarios climatiques, horizons temporels, etc., qui permet déjà une visualisation cartographique. Et puis derrière, qui permet d'avoir un diagnostic de risque pour mon bâtiment. Donc là, c'est la partie climat. Et donc de mener cette analyse et d'identifier les principaux enjeux auxquels je peux m'adapter ou que je peux favoriser pour la biodiversité. Voilà, donc j'ai fait cette présentation plutôt conceptuelle. Je pense que Bertrand Delprat, qui pourra prendre la suite, pourra apporter des éléments un petit peu plus opérationnels sur ces sujets-là. Mais voilà, en tout cas, je suis disponible pour toutes les questions en fin de webinaire. Merci. On va passer la parole à Bertrand. Alors, je pense que vous devez voir mon écran. Delphine, c'est tout à fait passionnant. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on le voit. On voit un écran avec plein de trucs dessus, mais pas forcément les slides. Alors, ce n'est pas le bon écran parce que j'ai deux écrans. Excusez-moi. Comment je fais? On voit une magnifique planche à voile. Ou je ne sais pas si ce n'est pas une planche à voile, si peut-être j'en sais rien. C'est un surf. Ah, je sais ce que je vais faire. Une seconde. Excusez-moi. Ça devrait. Voilà, là vous devez voir l'écran. Oui, c'est bon. Très bien. Bonjour, donc j'y vais. Alors, je commence par une citation de Darwin. Citation qui est probablement un peu violente, mais on n'a rien fait de mieux jusqu'à aujourd'hui. Voilà, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes,
celle qui s'adapte le mieux au changement. Et c'est aujourd'hui le challenge qui s'offre à nous en tant que société et en tant qu'espèce, en tant qu'individu. Il faut qu'on s'adapte aux changements climatiques qui n'ont jamais été aussi importants en termes d'ampleur et jamais aussi importants en termes de rapidité de changement. Et c'est là un défi tant pour nous humains que pour la biodiversité. Donc, je vais vous présenter rapidement quels sont les facteurs qui font que les espèces vont s'adapter ou non. Et puis, on regardera un peu, parce qu'il y a quand même de l'espoir, heureusement, sur comment on arrive à s'adapter. Très rapidement, les services écosystémiques, Delphine en a parlé, c'est l'agriculture qui nous permet de manger, qu'on soit vegan ou non, c'est la pollinisation, c'est les chauves-souris qui mangent les pestes, les insectes qui attaquent nos cultures, c'est de la pharmacopée, c'est des nouvelles molécules, c'est également une forme de lutte contre les épidémies, parce que quand un écosystème est équilibré, eh bien, on a moins de risques épidémiques avec moins de zoonoses. C'est également la nature, la biodiversité, une source d'inspiration, de poésie. C'est là où on se promène en amoureux. C'est quand même quelque chose particulièrement essentiel. Et c'est toutes les dimensions, depuis le sol jusqu'aux petits oiseaux ou aux grands mammifères. Donc c'est quand même quelque chose de très varié. Alors, les populations animales peuvent s'adapter dans une certaine mesure parce que les populations animales ou végétales sont composées d'un nombre d'individus plus ou moins importants qui ont chacun un patrimoine génétique différent, qui fait que dans une population, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique vert, l'essentiel de la population répond à la moyenne des contraintes environnementales du moment. Et dans cette population, vous avez des marges qui sont moins adaptées, mais qui ont la faculté d'avoir des individus qui seront adaptés à d'autres conditions environnementales et sur lesquelles la population se basera pour s'adapter. Les deux graphiques que vous avez sur la droite nous montrent que si la population au sein de ces populations marginales a les ressources génétiques pour s'adapter, les ressources physiologiques, et bien la population va pouvoir se maintenir et pourra croître sur une nouvelle population génétique. Si ce n'est pas le cas, et bien la population décroît, et c'est ce que l'on voit sur bon nombre d'espèces qui ne résistent pas au changement des conditions du milieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Donc, pour optimiser pour permettre aux populations de s'adapter, il faut des populations importantes en termes de nombre d'individus. Et quand Delphine nous explique que 28% des populations d'oiseaux ont disparu de nos villes, mais qu'également, on disait récemment dans une étude du WWF, le fait que 69% des vertébrés avaient disparu au cours des 30 dernières années, quelque chose comme ça. Cela veut dire que la quantité d'individus présents dans chaque population d'espèces a diminué de 70 et quelques pourcents selon l'étude du WWF. Et donc, les populations marginales, qui sont les moins adaptées à l'environnement, sont nécessairement moins importantes et la capacité d'adaptation de ces espèces est très limitée. Je vais vous prendre deux, trois exemples, mais c'est typiquement là ce qui se passe avec les populations de guépards en Afrique qui ont été décimées par la chasse et qui aujourd'hui sont composées d'individus qui sont très largement consanguins et qui, en cas de maladie qui les toucherait, n'ont pas suffisamment de ressources génétiques, de variations génétiques dans la population pour apporter une réponse de la population à cette épidémie. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec le réchauffement climatique, si on prend le cas du lagopède alpin, donc c'est un oiseau, vous avez ici une photo, c'est une poule de montagne. En hiver, ils sont blancs, en été, ils sont marrons. À l'automne et au printemps, ils sont marrons et blancs, sauf que avec le réchauffement climatique,
le temps d'enneigement est réduit, c'est-à-dire que la neige fond plus tôt et arrive plus tard. Or, la pression sélective qui a forgé le génotype de ces espèces fait qu'ils deviennent blancs à une certaine période de l'année. Et le problème, c'est que quand vous devenez blanc alors que la neige n'est pas encore arrivée, ou que vous êtes encore blanc alors que la neige a déjà fondu, vous êtes la proie idéale des prédateurs, ce qui fait que vous avez déjà une espèce qui est sous pression parce que son habitat remonte du fait du réchauffement climatique, mais en plus, on a des individus qui ne sont plus adaptés aux nouvelles conditions du milieu, puisque ce qui leur permettait de se camoufler pour éviter de se faire manger par leurs prédateurs, finalement, ne fonctionne plus, et donc ça crée nécessairement une fragilisation de la population. Et ce genre de phénomène est vraiment à l'œuvre un peu partout. Ce que l'on constate, c'est qu'au final, les espèces qui vont le mieux s'adapter, c'est celles qui vont avoir un turnover au niveau des populations les plus importantes. Typiquement, ce sont les moustiques, puisque quand on était à la grandeur du DDT, on a balancé, c'est mon expression, tout un tas des quantités, des hectolitres de pesticides dans la nature pour se débarrasser des moustiques, mais comme au sein des populations, il y avait toujours une petite frange qui était résistante, et bien au final, c'est cette frange-là qui se reproduisait, qui reconstituait des populations, et donc il fallait trouver un nouvel insecticide encore plus fort, encore plus puissant, avec encore plus de doses, et finalement, on a des individus qui sont de plus en plus résistants, parce qu'à chaque fois, on sélectionne cette frange de la population. Donc, pour s'adapter, il faut avoir des espèces qui soient, celles qui vont le mieux s'adapter, c'est celles qui vont avoir des turnovers beaucoup plus rapides. Typiquement, le gypaète barbu qui fait un jeune tous les ans ou tous les 2 ans quand la saison est bonne. Eh bien, cette espèce va avoir beaucoup de mal à s'adapter au changement climatique parce que justement, on ne va pas avoir ce turnover et donc la population ne pourra s'adapter que grâce aux aptitudes de chaque individu plus qu'aux aptitudes de la population. Donc, il est particulièrement important d'avoir des populations d'individus importantes et pas que des espèces. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Pour ne parler que des Pays de la Loire, d'ici à 2100, vous avez voilà quelques chiffres, 40% des populations de poissons qui sont menacées de disparition, 30% des populations d'oiseaux, 24% de la flore. Alors, si vous faites 30% en moins de 70% qui a déjà disparu, ça ne fait pas beaucoup qui reste. Ça veut dire que les services écosystémiques qui seront liés aux oiseaux, eh bien, il va falloir commencer à les chercher. D'où la nécessité vraiment de faire de la place à la nature pour pouvoir s'adapter. Les contraintes, donc je vous parlais tout à l'heure de cet article du WWF, on voit qu'aujourd'hui les facteurs essentiels de fragilisation de la biodiversité, c'est l'urbanisation, parce que l'urbanisation a des effets en cascade, tant sur le climat que sur la place qu'on laisse à la nature. C'est également la manière dont on pratique l'agriculture, parce que lorsqu'elle est pratiquée de manière moderne, très intensive, c'est finalement une forme d'artificialisation de la nature, puisqu'on n'a plus de place à la nature sauvage. Et donc, si on n'agit pas sur ces facteurs-là, on va limiter la capacité des populations et des écosystèmes à s'adapter, leur capacité à nous rendre des services qui sont de toute façon indispensables. Alors, comment changer la donne? On a quand même quelques bonnes nouvelles. C'est que, en fait, la nature, dès qu'on lui fiche la paix, dès qu'on lui fait de la place, elle revient. Et elle revient au grand galop. Alors, je vous figure le Marais d'Orx, qui est là où j'ai commencé ma vie professionnelle, qui est une grande réserve que vous avez dans le sud des Landes. Jusque dans les années 85, c'était des immenses polders où le maïs était cultivé à grand renfort de pesticides, etc. Aujourd'hui, c'est une réserve naturelle fantastique avec des milliers de grues en hiver, des oies, toute une faune qui a reconquis cette zone. Alors, l'outarde, qui est l'oiseau avec sa collerette noire, ben, on s'aperçoit que dans les plaines céréalières de l'Ouest, elle disparaît. Elle disparaît extrêmement vite puisqu'il doit rester quelques pourcents de la population d'il y a une cinquantaine d'années. Cependant, dès qu'on change les pratiques agricoles, c'est ce qu'ont montré toutes les études récentes,
Dès qu'on laisse un peu de place à des jachères, dès qu'on pratique l'agriculture de manière différente sur des parcelles plus petites, avec des cultures moins denses, et bien cette espèce qui est emblématique des plaines céréalières de l'Ouest revient et peut reconquérir finalement assez rapidement de l'espace, pour autant qu'on lui en laisse la place. En Europe, vous avez des projets de rewilding où on relaisse la nature revenir sur des écosystèmes qui avaient été complètement artificialisés, et on a de nouveau des espèces qui reviennent, des réservoirs de biodiversité qui permettent de créer des populations sources qu'on va pouvoir retrouver sur les écosystèmes avoisinants. Et puis la fin, c'est quand même également la réintroduction d'espèces qui avaient quasiment disparu. Là, vous avez, excusez-moi, le cheval de Przewalski qui a été reproduit sur les grands causses de l'ouest de la France et réintroduit dans les plaines d'Europe centrale. Comment changer la donne? Donc la nature est résiliente. L'essentiel, c'est assez simple à dire, c'est pas toujours aussi simple que ça à faire. C'est qu'il faut laisser de la place à la nature pour qu'elle retrouve des équilibres. C'est ce que Delphine appelait les solutions fondées sur la nature. Dès qu'on lui laisse la place, eh bien, on va retrouver un nouvel équilibre. C'est ce qu'on va retrouver dans l'agriculture. Dès lors qu'on va pouvoir changer ses pratiques avec, pourquoi pas faire des cultures mixtes, avec de l'arboriculture, de l'agroforesterie, pardon, on va pouvoir multiplier les types de couverts, permettre à des oiseaux de nicher dans des arbres, leur permettre d'aller manger les chenilles qui sont sur les céréales en dessous, et au final, ça va être du gagnant-gagnant, tant pour les rendements des cultures que pour la manière de travailler. C'est un changement de paradigme total en termes d'agriculture, il faut vraiment penser autrement, et en même temps permettre d'accompagner les gens qui cultivaient de la manière dont on cultive actuellement pour qu'ils puissent vraiment adapter leur activité. Et ça, c'est une responsabilité, je pense, en tout cas, ça n'engage que moi, de la société. C'est la même chose qu'on va retrouver sur l'occupation du sol. Alors là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Hein, c'est des super entrepôts, super bétonnés, où il n'y a aucune place pour la végétalisation. C'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on continue à faire, c'est-à-dire qu'on grignote, on grignote, on grignote, et il y a toujours une bonne raison pour grignoter. Il y a un moment, il faut vraiment s'arrêter et se poser la question de comment on organise nos villes, les abords de nos villes, les déplacements, où on travaille, où on habite, de manière à vraiment optimiser cet espace qui a été complètement artificialisé pour arrêter de gagner sur la nature, parce que la nature, c'est quand même elle qui nous nourrit. Et puis, la limitation du CO2, finalement, ça doit être, à mon sens, le guide de toutes les actions que l'on fait, puisque quand on agit sur la décarbonation de nos activités, en fait, on va agir sur un des effets, si ce n'est l'effet majeur, qui va agir sur la population de nos espèces. Aujourd'hui, nos forêts se meurent à cause du scolyte, qui se développe du fait du changement climatique et à cause des sécheresses à répétition. En zone méditerranéenne, on a quand même des endroits où les chênes verts, qui sont quand même particulièrement adaptés à des conditions de sécheresse extrêmes, arrivent à mourir, ce qui est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Pour changer la donne, eh bien, il faut changer de logiciel. Il faut se poser la question quand on travaille. Sur chaque projet, quid de mon impact direct sur le changement climatique? Quid de mes impacts en termes d'agriculture quand je vais envisager mon exploitation, quand je vais envisager ma manière de travailler? Est-ce que effectivement, couper des haies, c'est peut-être un gain à très court terme, mais c'est surtout de la perte à moyen et long terme, puisque je vais favoriser l'érosion des sols. Je vais réduire la capacité de mes sols à stocker de l'eau. C'est la même chose pour le drainage. Est-ce que dans un contexte de sécheresse accrue et plus récurrente, je continue à drainer mes parcelles ou pas pour un gain qui sera probablement à très court terme, alors qu'à long terme, si mes sols sont capables de retenir l'eau, ça veut dire que je pourrais la remobiliser pour mes cultures et puis pour les rivières, etc. C'est la même chose pour l'artificialisation des sols. Quid
de mes effets sur la fragmentation des milieux naturels? Quid des effets sur les îlots de chaleur? Parce que l'adaptation que l'on a, sera beaucoup plus efficace de réduire la chaleur à sa production, c'est-à-dire de mettre des arbres, pour faire court, pour éviter que la ville chauffe, plutôt que de mettre des climatisations à tout va pour refroidir les immeubles qui chauffent parce qu'il n'y a plus d'arbres. C'est aussi ça, les solutions fondées sur la nature, c'est utiliser des solutions finalement assez bon marché pour nous faciliter la vie. Et puis également, il faut intégrer tout ce qui est effet indirect, la déforestation importée, parce que les solutions qu'on met en œuvre ne doivent pas être plus mauvaises que le problème que l'on avait, parce qu'on fait venir du bois de forêt tropicale, par exemple. Pour ça, il y a le rôle vraiment important des cabinets conseils qui doivent accompagner les projets et qui doivent faire une pédagogie extrêmement importante et des fois faire face à des anciens logiciels. Une petite anecdote, il y a quelques mois sur un projet dans le sud-ouest de la France, projet d'aménagement, le programmiste et la collectivité qui portait le projet étaient catastrophés parce qu'ils avaient un refus d'aménager au motif qu'ils n'utilisaient pas de palette végétale locale. La question qui m'a été posée, c'est mais qu'est-ce que c'est qu'un végétal local? Quand même, on achète nos végétaux à Bordeaux. Ah, ouais, mais non. Palette végétale locale, c'est qu'on aille à la jardinerie du coin ou pas. Si on met du chêne d'Amérique, c'est pas un végétal local parce qu'il n'y aura pas d'écosystème avec les insectes, avec les oiseaux, etc., qui seront adaptés à ces espèces. Et donc, il faut vraiment changer de logiciel parce que là, c'est vraiment, j'allais dire, limite caricatural. Voilà, pour aller plus loin, je vous propose quelques rapports parce qu'on est sur un sujet qui, quand on met le doigt dedans, c'est vraiment extrêmement touffu, il y a de l'information partout. Voilà quelques documents téléchargeables sur Internet que je vous propose. Et puis de toute façon, aussi bien le réseau TRIS que moi-même ou Delphine, nous sommes à disposition en cas de questions. Voilà. Je pense que j'ai déjà trop parlé, donc Non, mais c'était très bien. Laisse la parole. Très bien. Et comme on n'a pas beaucoup de questions, je vais avoir 5-10 minutes pour non pas compléter, mais rajouter un petit quelque chose à vos deux exposés qui étaient vraiment très complémentaires et tout à fait passionnants. Mon petit complément, il est un peu d'ordre juridique, c'est pour expliquer un peu dans quelle direction on va en m'appuyant sur la proposition de règlement européen qui a été présenté en juin 2022, donc c'est quand même extrêmement récent, sur la restauration de la nature. C'est un texte, pour ceux qui le chercheraient, 2022, par de fraction 0,195, qui est très intéressant, d'abord parce qu'il est extrêmement global. Il vise en fait la nature sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien la reconquête des écosystèmes qui sont aujourd'hui endommagés, mais également tout le versus agricole, la nature en ville et bien entendu les écosystèmes marins. Donc c'est vraiment extrêmement vaste. L'exposé, enfin la partie, j'allais dire exposé des motifs, qui sont en fait les considérants du texte, sont extrêmement ambitieux. Les objectifs qui sont donnés, c'est de garantir à l'horizon 2030 que la biodiversité en Europe est mise sur la voie d'un rétablissement. C'est-à-dire qu'on a inversé la vapeur d'ici 2030, ce qui signifierait qu'on aurait au moins 30% des terres, y compris les eaux intérieures, et 30% des mers qui seraient juridiquement protégées. Donc, vous voyez que c'est un objectif qui est quand même assez ambitieux, de faire en sorte que à l'horizon toujours 2030,
les espèces protégées ne se détériorent pas et qu'au moins 30% des espèces et habitats, je ne parle plus des espaces, mais des espèces et habitats, qui ne sont pas dans un état actuellement favorable, entrent dans une catégorie présentant une forte tendance positive à entrer dans cette catégorie d'ici 2030. Ensuite, le rapport, je le disais, est très global, il vise tous les types d'habitats, bien entendu les services dont vous avez parlé tout à l'heure, Delphine, tous les services écosystémiques dont le considérant considère qu'ils sont très fortement dégradés et que leur remise en bon état général est absolument impératif pour tous les objectifs que l'on peut avoir en termes climatiques et en termes de vie. Alors, ce ne sont pas seulement les mesures, disons, dans le monde de la nature stricto sensu, mais également les écosystèmes urbains qui représentent aujourd'hui 22% de la surface terrestre de l'Union européenne et constituent donc la zone où les gens vivent. Alors, c'est quoi ces écosystèmes urbains? C'est les forêts, les parcs et jardins urbains, les fermes urbaines, les rues bordées d'arbres, les prairies, les haies urbaines, qui constituent donc des habitats, et avec toute une stratégie donc pour développer, reconquérir ce qui peut l'être et développer ce qui ne l'est pas encore. Idem pour les écosystèmes d'eau douce, avec un objectif de restauration de 25 000 km de cours d'eau à écoulement libre d'ici 2030. L'arrêt de la destruction des pollinisateurs, j'ouvre une parenthèse, quand on aura totalement interdit les néonicotinoïdes, autres cochonneries, peut-être que les pollinisateurs iront mieux. Donc, c'est très bien de se donner des objectifs comme ça, mais tant qu'on continue à autoriser ou laisser les États autoriser des produits comme le nôtre, c'est un objectif qui est absolument hors d'atteinte. Ensuite, vous avez toutes les pratiques agricoles qui doivent être améliorées par une variété de pratiques permettant l'amélioration de la biodiversité, l'agriculture extensive, tout ça, Bertrand en a parlé tout à l'heure. Les mesures des restaurations donc mises en place pour améliorer la biodiversité dans les écosystèmes agricoles concernent tout le secteur agricole, avec les oiseaux de terre agricole, la définition d'éléments paysagers à forte biodiversité sur les terres agricoles et une évolution de la conditionnalité de la PAC et en particulier de la conditionnalité numéro 8 relative aux conditions agricoles et environnementales. La restauration et la réhumidification des sols organiques à usage agricole, qui est également un objectif. Étant entendu que derrière tout ça, il y a le sujet que Delphine a rapidement abordé, mais qui est très important, qui est celui des puits de carbone, qui est évidemment majeur, à combiner bien entendu avec le respect de la biodiversité stricto sensu. Mais toute la question des tourbières, des zones humides, etc., c'est très lié, et l'utilisation des sols, c'est évidemment très lié aux pratiques agricoles. Donc, tout ceci aboutit à un certain nombre d'objectifs qui sont confiés aux États membres et à l'Agence européenne de l'environnement, en lien, bien entendu, avec la politique climatique de l'Union européenne et la volonté de renforcer les absorptions de carbone d'origine naturelle et d'améliorer la résilience des écosystèmes. Alors, les textes, enfin les nouvelles obligations, parce que tout ça, c'est les objectifs. Donc, les nouvelles obligations telles qu'elles résultent du texte, c'est d'abord alors, j'ai perdu. Voilà. C'est d'abord la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce, comme je le disais tout à l'heure. 30% de la superficie de chaque groupe d'habitat énuméré à l'article 1 qui n'est pas en bon état doit être qualifié dans le plan national de restauration dont je vais parler dans un instant
et 60% pour 2040, 90% pour 2050. Voilà, ça, ce sont les objectifs pour les zones de type d'habitat énumérées à l'annexe 1. Par ailleurs, il faut des mesures de restauration des habitats terrestres et la définition de zones les plus appropriées pour les mesures de restauration et la définition de critères d'amélioration continue de l'état des types d'habitats énumérés à l'annexe 1, avec des obligations spécifiques pour les zones Natura 2000 et hors Natura 2000 en ce qui concerne en particulier les projets d'intérêt public majeur, que nous connaissons bien avec Bertrand Delprat, avec une restriction, si je puis dire, pour la définition du projet d'intérêt public majeur et le recours à la dérogation, ce n'est plus possible dans les zones Natura 2000. Et hors zone Natura 2000, c'est un projet d'intérêt public majeur pour lequel il n'existe pas de solution alternative moins dommageable et c'est à déterminer au cas par cas. Donc, c'est vraiment tout à fait strict. Ensuite, il y a la restauration des écosystèmes marins. Donc, 30% de la superficie de chaque groupe d'habitat qui doit entrer dans la catégorie en bon état, 60% pour 2040, 90% pour 2050. Pour les écosystèmes urbains, il ne faut pas de perte nette d'espace vert urbain et de couvert végétal d'ici 2030 par rapport à 2021. Donc, c'est un principe strict de zéro artificialisation nette dans les villes, hein, c'est ça que ça veut dire. Avec une augmentation de 3% de la surface totale des villes et des banlieues qui sont des espaces verts urbains. Donc, 3% en 2040 et 5% en 2050. C'est une augmentation par rapport à 2021. Avec un couvert végétal urbain d'au moins 10% dans toutes les villes et banlieues d'ici 2050 et un gain d'espace net vert urbain intégré au bâtiment. Le rétablissement de la connectivité naturelle des cours d'eau et des fonctions naturelles des plaines d'inondation correspondantes, la restauration des pollinisateurs, la restauration des écosystèmes agricoles qui sont les indices de papillons de prairie, Il y a un problème de connexion. Corinne, on ne vous entend plus. Ah. Madame, vous nous entendez? Ah, je crois que c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. J'ai été coupée où? Sur les milieux agricoles. Sur les milieux agricoles. Vous avez entendu les 3 critères ou pas? J'ai défini 3 critères, enfin j'ai défini le texte, définit 3 critères pour juger de la restauration et de la qualité des écosystèmes agricoles. Vous avez entendu ça ou pas? Non. Alors, c'est l'indice des papillons de prairie, le stock de carbone organique dans les sols minéraux et la part des terres agricoles présentant des caractéristiques paysagères de grande diversité. Avec des objectifs précis à atteindre basés sur ces espèces, donc je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça est tout à fait précisé. Je vais fermer ma caméra parce que je pense que ça améliorera le son. Voilà. Ensuite, s'ajoute à ça la mise en place de plans de restauration nationaux qui devront donc être extrêmement précis pour les différentes catégories de milieux
avec les objectifs à atteindre et la manière dont on les atteint avec des objectifs quantitatifs qui reprennent un peu ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, ce texte a été présenté en juillet 2022. Il est possible qu'il soit adopté d'ici la fin de l'année et je pense que ça donnerait des outils juridiques quand même très puissants en matière de restauration et donc d'adaptabilité de la biodiversité. Voilà. Margot, est-ce que nous avons des questions? Alors oui, une première question. Avez-vous des exemples de solutions fondées sur la nature qui auraient donné des résultats positifs? Alors c'est pour Delphine, je pense, cette question. Oui, je peux y répondre et c'est bien comme question parce que je trouve que c'est toujours parlant de pouvoir donner des exemples de projets effectivement où ça marche et d'autres, des contre-exemples aussi. Quand je parlais tout à l'heure de faire l'équilibre entre la réponse aux défis et un bénéfice pour la biodiversité, donc si on prend l'exemple de la végétalisation du bâti, qui est quelque chose que je connais bien puisque c'est le secteur dans lequel je travaille. On va par exemple avoir deux possibilités. Donc imaginons je veux végétaliser une façade. Ça va permettre au bâtiment d'avoir une meilleure performance thermique. Ça va permettre de faire du rafraîchissement urbain, du rafraîchissement des espaces grâce à l'évapotranspiration, etc. Mais je peux soit mettre en place une façade végétalisée, on va dire, avec des plantes grimpantes qui vont être adaptées au milieu, qui vont permettre aussi de produire des ressources alimentaires pour les espèces, pour les oiseaux de cet écosystème ou des choses comme ça. Ou alors, je peux mettre en place un mur végétalisé avec une végétalisation intégrée, comme ça peut se faire parfois, avec un système d'irrigation important et donc un fonctionnement aussi technologique derrière. Et donc, dans l'un des cas, je suis plutôt sur une solution fondée sur la nature, dans le sens où je vais vraiment exploiter un végétal qui est autonome, dans le cas des plantes grimpantes. Là où dans l'autre, je dépends encore de systèmes, on va dire, un peu plus élaborés, systèmes technologiques et techniques, où là, on ne peut pas systématiquement parler de solutions fondées sur la nature. D'autant plus si je choisis des espèces qui ne sont pas adaptées au milieu local, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant et on voit encore trop souvent aujourd'hui dans par exemple, l'élaboration des palettes végétales ou autres, des acteurs qui vont pousser des espèces parfois invasives, enfin des non-sens écologiques qui sont très dommageables. Enfin, voilà, donc il y a vraiment un point d'attention là-dessus. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, je pense que c'est un petit peu l'idée derrière. Bertrand, vous voulez ajouter quelque chose? C'est toujours difficile de donner comme ça des solutions qui marchent parce qu'en fait, la base de la solution qui sera proposée, qui sera envisagée, c'est à la base le problème qui se pose. Donc, oui, de toute façon, il y a des solutions qui marchent, des solutions basées sur la nature marchent, ne serait-ce que par exemple pour l'épuration des eaux avec du végétal. C'est une solution basée sur la nature. Oui, quand on utilise certains végétaux comme les roseaux, qui ont des bactéries qui sont symbiotiques et qui vivent avec sur les systèmes racinaires, oui, ça permet d'épurer l'eau et d'avoir une eau qui a des qualités biologiques tout à fait satisfaisantes. De même, il y a certains végétaux dont on sait qu'ils permettent de capter des métaux lourds et donc derrière, on peut épurer des terres en partie en utilisant un certain type de végétaux. On sait que quand on arrête, quand on va laisser des zones de nature sans pression anthropique, oui, la nature revient. Donc, oui, ça marche. Ça marche. Et la question en fait qui se pose, c'est que là, en fait, il va y avoir deux visions un peu de l'adaptation qui risquent de s'opposer. Tout à l'heure, Corinne, vous parliez de la pollinisation des abeilles avec les Nicotinoïdes. Voilà, je vous remercie. C'est quand même assez incroyable de voir que d'un côté, il y a des startups qui bossent
sur la fabrication de drones à polliniser les plantes, et que d'un autre côté, on ne met rien en œuvre simplement pour sauver les abeilles qui font le boulot gratuitement. Alors je dis les abeilles, les bourdons, les mouches, etc. Tout cet écosystème qui vit sur la pollinisation et qui permet de rendre ce service. On pourrait avoir ce service qui est fait gratuitement, sans aucun effort, et en plus on en retirait des bénéfices collatéraux avec le miel par exemple. Et non, on a quand même des entreprises qui, au lieu de simplement d'arrêter de balancer des cochonneries dans les écosystèmes de manière inconsidérée, disent ah, pas de souci, on va solutionner la question et on fait des drones qui sont capables d'envoyer des petits jets d'air sur les fleurs d'amandier, par exemple, pour permettre leur pollinisation avec des drones. Donc, il y a un moment, la technologie, je dirais que c'est très bien, mais notre salut ne viendra pas que de la technologie, parce que la technologie nécessite nécessairement de l'énergie, énergie pour produire des batteries au lithium, pour produire de l'intelligence qui permet de produire ce genre de matériel, pour finalement rendre de manière imparfaite un service extrêmement compliqué et qui nous est vital. Voilà, c'est plus facile de ne pas détruire, de ne pas abîmer que de tout refaire. Donc oui, ça marche et ça marche depuis des millions d'années. La nature a toujours réussi à s'adapter depuis les dinosaures jusqu'à aujourd'hui. Elle a quand même survécu à tout un tas de bouleversements. Autre question? Oui, une dernière question. Pensez-vous qu'il soit un jour possible de pallier efficacement la disparition de tous les services écosystémiques? Oui, alors c'est facile. Il y a un film que je vous recommande qui est passé il n'y a pas très longtemps sur Arte, c'est Soleil Vert. Oui, c'est à ça que je pensais. Voilà. C'est ma réponse. Oui. C'est pas Sweatshirt Vert, c'est Soleil Vert. Effectivement, ce jour-là, c'est également une forme d'économie circulaire, comme on peut avoir la perche du Nil dans les lacs est-africains, où on a introduit une espèce particulièrement vorace et qui aujourd'hui vient en cycle fermé, c'est-à-dire que vous avez partiellement fermé, c'est-à-dire que vous avez des individus adultes qui mangent les jeunes qui mangent les moins jeunes, et puis on pond beaucoup, et puis finalement, voilà, ça vivote, mais voilà, bon, moi je suis bio si ça intéresse quelqu'un. Voilà, je mange quasiment que du bio, donc je ne serais pas trop pollué normalement. Voilà. Delphine, un petit mot de conclusion? Ben, moi, j'avais quelque chose que je trouve toujours intéressant. C'est plus une problématique d'ouverture qu'un mot de conclusion. Bertrand parlait de l'action pour limiter les effets du réchauffement climatique, qui servent aussi la biodiversité. Aujourd'hui, nous, on a pas mal de problématiques qui nous sont remontées dans le cadre de la construction, où on demande aux entreprises du bâtiment de réduire l'impact carbone des nouvelles constructions. Et puis en parallèle, des obligations réglementaires, notamment introduites par la loi climat et résilience, de végétalisation des toitures. Et en fait, ce qui vient alourdir complètement le bilan carbone de la construction. Et du coup, les gens se retrouvent un peu dans ce dilemme, action contre, enfin, bon, même si les deux se renforcent mutuellement, mais action contre, enfin, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou action pour recréer des écosystèmes en milieu urbain, comme dans le cadre de la loi nature que vous avez présentée, Corinne. Et aujourd'hui, je ne sais pas apporter de réponse vraiment complète à ces questions-là, et je suis... enfin voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser pour réfléchir à tout ça aussi. Je terminerai sur la question en disant que je ne vois pas l'humanité vivre sans la nature et les écosystèmes, de toute façon. D'autres, dont Einstein, l'ont écrit et dit beaucoup mieux que ce que je suis en train de dire là, mais la destruction de la nature, c'est notre destruction à nous. Donc, tant qu'on n'a pas compris que l'humanité est complètement intégrée dans la nature et que ce n'est pas les techniques qui vont nous sauver, elles sont nécessaires, hein, je ne suis pas du tout contre l'utilisation de technologies, mais l'objectif, c'est quand même de permettre à la nature de fonctionner et de rendre les services qu'elle a à rendre. Et si on perd ça, à mon avis, de vue,
d'abord, sur le plan éthique, c'est, me semble-t-il, remettre en cause tout ce qu'on peut considérer comme le progrès de l'humanité, d'une part, et deuxièmement, je pense qu'à moyen terme, c'est la destruction de l'humanité elle-même. Alors, il y aura d'autres espèces qui arriveront, hein, probablement, une fois que nous, on aura disparu. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le but. Donc, si le but, c'est quand même la pérennité du vivant, je pense qu'il faut concevoir les choses de manière un peu globale. Et j'espère que c'est un peu à cela qu'aura servi ce webinaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que notre webinaire est en replay sur la chaîne YouTube du cabinet et du réseau. Et nous nous retrouvons donc dans 15 jours, je pense. Margot, c'est ça? Margot? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça pour le thème adaptation et santé. Voilà. Merci beaucoup et belle journée. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.